Je m'appelle Camille Penny, je suis sociologue, chercheur en sciences sociales et j'enseigne à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ouais, bah ça rejoint une critique qui est assez souvent faite à l'école, et en particulier à l'école française, à savoir que c'est une école qui est quand même assez tournée vers la fabrique de l'excellence scolaire, et donc tous ceux qui sortent un petit peu de ce chemin de l'excellence scolaire qu'on doit emprunter dès les premières années d'école, jusque le collège, puis le lycée, puis si possible les grandes écoles, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les enfants ou pour les adolescents qui sortiraient un peu de ce chemin de l'excellence, où il faut être bon, où il faut être voilà, scolaire, être scolaire. On a tout dit, quand on dit être scolaire, c'est se couler un petit peu dans le moule de l'école. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ceux qui auraient une façon différente en fait d'envisager ce moment-là. Ce qui est dommage, enfin ce qui est plus que dommage, parce que les élèves sont certes élèves, ils sont collégiens, ils sont lycéens, mais ils sont aussi adolescents, jeunes. C'est une période hyper importante de la vie où on a autre chose à faire que d'être à l'école. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour les élèves qui ne se coulent pas dans ce moule-là. Ouais, bah ça je trouve ça hyper intéressant comme citation, parce que ça met bien le doigt sur une des caractéristiques de l'école en France. Alors, pas qu'en France, mais spécialement en France, c'est le fait qu'on n'a pas une école en fait. On se gargarise beaucoup de l'école de la République, qui donnerait sa chance à chacun, à chacune, etc. En réalité, on s'aperçoit bien qu'il y a d'un côté les enfants, souvent bien nés, qui sont scolaires, dont les parents savent les chemins qu'il faut prendre pour aller jusque les grandes écoles, et donc Sciences Po notamment, qui serait une de ces grandes écoles, et puis de l'autre côté Sciences pauvres. On nous dit c'est quoi Sciences pauvres? C'est on n'est pas né au bon endroit, ou on n'est pas parfaitement scolaire, ou à un moment on a un problème dans sa vie, ce qui fait qu'on a autre chose à penser que l'école, et c'est très difficile de se raccrocher aux branches. Et c'est vrai qu'on a un système où on va sélectionner une petite élite qui va faire les bons lycées, les bonnes prépas, les bonnes grandes écoles, et puis de l'autre côté la masse des élèves, des étudiants, qui tant bien que mal essayent de se débrouiller. Donc on a, enfin voilà, je sais pas combien de vitesses on a à l'école française, 2, 3, 4, mais en tout cas on n'a pas une école. Et donc je trouve que cette citation elle est géniale, parce que d'un côté Sciences Po, de l'autre côté Sciences pauvres pour tous les autres. En fait, Sciences Po pour quelques-uns et Sciences pauvres pour tous les autres. Alors ça c'est terrible, effectivement, ça c'est un mal de l'école française, c'est que très tôt on demande aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire. Si on caricature à peine, on va demander à des élèves qui sont en 3e de choisir des options pour la classe de seconde qui vont déjà leur fermer des portes d'un certain nombre de baccalauréats, et si on fait pas tel type de baccalauréat, on peut pas faire tel type d'études, et si on fait pas tel type d'études, on peut pas faire tel ou tel métier. Donc en fait, on demande très très tôt à des enfants ou à des adolescents de savoir ce qu'ils veulent faire. Enfin, je sais pas vous, mais moi, à 20 ans ou même à 23, 24 ans, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Et donc ce qui est compliqué, c'est que comme il y a très peu de passerelles derrière, on est très tôt engagé dans des voies, dans des couloirs dont il est très difficile de sortir. Et donc, il y a un stress par ailleurs autour de l'école, en France, qui est extrêmement élevé. Il y a des études qui ont montré que c'était les écoliers français qui étaient les plus stressés par l'école, parce que les familles, les jeunes, ont bien intégré que les choix étaient décisifs, et on demande des choix très tôt. Et ça, évidemment, c'est catastrophique, parce qu'on va vivre 100 ans, on va travailler jusqu'à 75 ans, mais à 12 ans et demi, il faut savoir ce qu'on veut faire plus tard. C'est effectivement quelque chose qui est assez terrible, je trouve. Oui, alors ça, y a des travaux qui ont montré par exemple que on va orienter les élèves aussi en fonction de leur origine sociale. Il y a des études sociologiques très sérieuses qui ont montré qu'à niveau scolaire égal, les enfants qui sont issus des classes populaires ou des quartiers populaires, on va davantage essayer de les orienter vers des filières professionnelles ou des filières technologiques, tandis qu'un enfant de cadre ou un enfant de classe moyenne qui est moyen à l'école, on va le pousser à aller dans la voie générale par exemple. Et donc je trouve que cette citation elle est intéressante parce qu'elle met le doigt sur le fait que dans l'orientation se jouent des choses qui n'ont pas
pas uniquement à voir avec le niveau scolaire ou avec les aspirations scolaires ou professionnelles des élèves. Et c'est vrai qu'il y a une... alors évidemment, hein, il ne s'agit pas de critiquer tous les conseillers d'orientation dans tous les établissements de France. Il y en a sans doute plein qui font extrêmement bien leur travail dans des conditions difficiles. Mais c'est vrai que quand on regarde au global, on s'aperçoit qu'à niveau scolaire égal, encore une fois, on n'oriente pas les élèves vers les mêmes filières et il y a un peu un effet d'étiquetage, c'est-à-dire que voilà, un élève très moyen, on va davantage le pousser dans la voie générale en disant « Ah, quand même, c'est dommage !» s'il est issu des classes moyennes ou des classes supérieures, et puis un gamin ou une gamine de banlieue ou de classe populaire, on va dire « Bon, bah voilà, les résultats sont très moyens, donc il y a telle filière de bac pro, telle filière de bac technologique. » Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui mine aussi l'école française. Ouais, mais en fait c'est ça, c'est que en réalité, l'école française est extrêmement élitiste. On peut en donner plein d'exemples. On va davantage s'intéresser, par exemple, aux 70 000 élèves qui, après le bac, s'inscrivent en classe préparatoire ou sont pris en classe préparatoire, sont sélectionnés en classe préparatoire. On va davantage s'intéresser à ces 70 000-là plutôt qu'aux 700 000 bacheliers professionnels chaque année. Vous allumez la radio en France, le matin du baccalauréat, la première épreuve de philo, tout le monde sort les lycées, les sujets de philo, des différents bacs, etc. Quand les épreuves du bac pro commencent, tout le monde s'en fiche, personne n'en parle. On pourrait citer plein d'exemples. Quand vous êtes un bon élève, que vous avez une famille derrière vous, le but c'est de faire une classe préparatoire. Ce qui se passe dans les premiers cycles universitaires, tout le monde s'en fiche. En France, on dépense 3 fois plus pour un élève de classe préparatoire que pour un étudiant qui va à l'université, ce qui est absolument injuste, incroyable. Et là encore, quand on regarde l'école française, vous savez, les fameuses enquêtes PISA, là où on compare les niveaux scolaires de tous les élèves de l'OCDE, on voit que en France, c'est le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les résultats scolaires. C'est souvent le premier pays dans ce sens. Ça veut dire qu'à aucun moment, l'école française ne parvient à corriger les inégalités scolaires de départ. Évidemment, dans tous les pays, les enfants arrivent inégaux à l'école. Par exemple, on mesure le nombre de mots qu'ils maîtrisent en arrivant à l'école maternelle, et on s'aperçoit qu'en général, les enfants nés dans les milieux favorisés maîtrisent davantage de mots que les enfants nés dans les milieux populaires. Et puis comme en France, on évalue tout le temps les élèves, on les évalue par exemple à la fin de l'école primaire, et on s'aperçoit que non seulement les inégalités elles ne se sont pas réduites, non seulement elles ne se sont pas maintenues, mais en plus elles ont augmenté. Donc on a une école française qui n'arrive pas à réduire les inégalités, ni même à les contenir. Et il y a des chercheurs, des sociologues, des économistes qui ont dénoncé le rôle de ce qu'on appelle l'élitisme républicain, c'est-à-dire cette culture justement, on revient à la citation, du tri, du classement précoce, où en France l'évaluation va davantage viser à remarquer ce que l'élève ne sait pas faire, plutôt qu'à valoriser ce qu'il sait faire. Et donc on peut parler vraiment d'une culture du tri, du classement précoce, très importante, et qui est destinée à quoi? À sélectionner une petite élite qui va ensuite aller dans les grandes écoles, et puis on va sacrifier la scolarité du plus grand nombre. Oui, on a là toute cette problématique des jeunes qui ne trouvent pas leur place à l'école, qui restent sur le chemin, au bord du chemin. Il y a une problématique au niveau de l'OCDE, au niveau européen, c'est celle des NEET, les N-E-E-T, les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni même inscrits au chômage. Et en France, on estime qu'il y a effectivement chaque année des dizaines de milliers de jeunes qui quittent le système scolaire sans aucune qualification ou sans aucun diplôme. Et ça, c'est une problématique qui est très importante en France, mais encore une fois, qui est liée à tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand on va mettre toute l'énergie de la nation à se demander comment faire pour que les 70 000 élèves qui vont en classe préparatoire, etc., eh bien, on abandonne des centaines de milliers d'autres, et puis une fois qu'ils sont sortis de l'école, dans une société qui fonctionne au diplôme, parce que c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a un système éducatif très injuste en France, qui ne réduit pas les inégalités, et en même temps, une société qui fonctionne au diplôme plus qu'ailleurs. Ça, c'est terrible, c'est-à-dire que on le sait encore grâce aux enquêtes PISA, en France, on joue sa vie avec le diplôme. Bien sûr, on peut trouver, il y aura toujours des exceptions qui s'en sortent sans aucun diplôme, qui font fortune, qui deviennent très riches, qui sont très heureux, mais quand on regarde la masse des statistiques,
on joue notre vie à l'école en fonction du diplôme qu'on va obtenir. Et à l'issue d'une compétition, on vient de le dire, qui est socialement faussée dès le départ. Et donc, la question de ceux qui sortent de l'école sans diplôme, finalement, c'est une question qu'on met un peu sous le tapis, et puis on va dire, voilà, c'est des citoyens un peu de seconde zone, ils avaient qu'à réussir à l'école, après tout, ils vont avoir des petits emplois pourris quand il y aura un peu de croissance, ils vont se retrouver au chômage quand il y aura des années de récession, et finalement, voilà, on a une société qui ignore un peu cette masse-là des jeunes qui n'ont pas trouvé leur place à l'école. Oui, là, on peut considérer que c'est la colère et puis la frustration. Il y a aussi effectivement des jeunes qui se sentent trahis par la promesse de l'école. Vous savez, l'école française, elle s'est construite sur l'idée que c'était l'école de la République, qu'elle donnait sa chance aux petits enfants de paysans comme à l'enfant d'enseignants, de médecins ou de notaires, que chacun pouvait s'élever au-dessus de la condition de ses parents à condition qu'il ou elle joue les règles du jeu, et puis on s'aperçoit que non, quand on veut, on peut, ça marche pour certains, mais ça marche pas pour tous. Voilà, il y en a plein qui ont voulu et qui n'ont pas pu. Donc après, on a des réactions comme ça de colère, de rejet de l'école. Voilà, j'ai joué les règles du jeu, j'ai fait ce qu'il fallait et puis j'ai rien, quoi. Voilà. On a dansé.